de Matoto, les travaux n'avancent pas au rythme souhaité par le chef du chantier. Pourquoi cette lenteur? Les détails dès le début de ce journal. Nous irons à Zérékoré qui lance la campagne nationale de reboisement. 200 hectares seront restaurés selon les exploitants forestiers. Notre envoyé spécial est sur place, il nous en dira plus. Et puis les premières images des deux convois des pèlerins musulmans de Guinée à Médine. Ils sont 7000 à effectuer cette année le pèlerinage à la Mecque. Parmi eux, Tizo et Yaya, nos envoyés spéciaux, ils nous racontent le vécu des premiers pèlerins. Restez avec nous. Bonsoir, merci de regarder la télévision nationale. Ce qui concentre l'actualité ce soir, à Matoto, les travaux d'aménagement du rond-point traînent. Le délai contractuel risque de ne pas être respecté. À l'origine, les fortes précipitations à Conakry et les pannes récurrentes de la centrale à béton. Pendant ce temps, la circulation sur ce tronçon est fortement paralysée et plusieurs usagers s'interrogent sur la qualité des ouvrages. Ansoumane Toumani Kamara. Lancés pour 2 mois d'exécution, ces travaux d'aménagement en béton armé continuent de ce tronçon de la capitale évoluent à un rythme qui risquerait de peser sur le respect du délai contractuel. La saison est favorable pour le béton. Mais avant de faire la mise en œuvre du béton, il y a des préalables. Ça, c'est le terrassement, la mise à niveau et puis le compactage. Et tout ça ne se fait pas, comme on appelle ça, au moment où la pluie est là. On mettra sous circulation vers le 25 de ce mois, dans août. Il y a un décalage d'à peu près 2 semaines. La durabilité de ces ouvrages en cours de réalisation revient dans les interrogations des usagers en ce moment confrontés à des embouteillages suffocants. Mais le ministère des Travaux publics rassure. Le département envoie des ingénieurs pour être sur place. Il y a la mission de contrôle qui est présente. Il y a aussi notre laboratoire national des travaux publics qui prélève des échantillons systématiquement et il fait les tests après 7 jours et après 28 jours. Les eaux agressives à cet endroit mettront à l'épreuve la durabilité de ces bétons armés contenus au fil du temps. À Demoudoula, le bruit des machines s'est arrêté. Pourquoi cette interruption de l'opération de déguerpissement? Au ministère de l'Urbanisme, on parle du schéma directeur et du plan d'aménagement de la ville, actuellement en examen, et on tente de rassurer les occupants. Comment l'opération s'effectue sur le terrain? Explication dans ce reportage de Kamara Boubacar Junior. Les opérations de déguerpissement des bâtiments dans le lit de la rivière de Demoudoula sont interrompues sur le terrain. Depuis quelques jours, les autorités en charge de l'urbanisme et de l'habitat tentent de faire un rapprochement entre les différents schémas directeurs et le plan d'aménagement de la ville de Conakry. Je voudrais dire qu'on est nullement en arrêt, on est en train de travailler un travail technique, parce que comme on a dit, il faut déjà rassembler l'ensemble des fonds de dossiers, les plans d'aménagement que nous avons depuis le schéma directeur jusqu'à maintenant. Même les actes, on a dit il faut les ressortir. Nous les avons calés à une image actuelle avec une vue satellitaire pour pouvoir caler les limites des plans d'aménagement sur la vie aérienne. Donc nos techniciens viendront sur le terrain avec ces plans parce que c'est mis à l'échelle même de nos plans. Demoudoula est le poumon écologique de la commune de Ratoma. Son occupation anarchique a fait couler beaucoup d'encre et de salive ces derniers temps. Sa restauration tient compte des exigences de la protection de l'écosystème afin de lutter contre le réchauffement climatique. On a même minimisé la casse parce que les plans prévoyaient qu'on parte à plus de 20 mètres là où nous sommes arrêtés. Mais on a dit compte tenu de la période, et puis il fallait aussi minimiser. La seconde étape consiste maintenant à aller à partir du premier pont, deuxième pont, jusqu'au niveau du pont de Caporo et au-delà au niveau du pont d'Épaisse. Après ce rapprochement, les opérations de déguerpissement vont se poursuivre. Le département en charge de l'urbanisme et de l'habitat compte ouvrir un cahier d'identification des victimes ayant obtenu légalement des titres fonciers pour leur dédommagement.
Je vous emmène à Zérékoré. Les dés sont lancés pour la campagne nationale de reboisement, une initiative des professionnels de la filière bois de la région. L'équilibre climatique les préoccupe et vous allez l'entendre, ils annoncent la restauration de plus de 200 hectares dans tout le pays. Témoignage en images dans ce reportage de notre envoyé spécial, Mamadou Alpha Baldé. L'exercice est devenu un rituel pour la Fédération nationale des professionnels de la filière bois. Comme chaque année, l'organisation exécute sa campagne nationale de reboisement. Pour 2017, le ton est donné en Zérékoré, une région qui a perdu les 2/3 de son couvert végétal en 30 ans. Ici, plus de 6 hectares seront reboisés. Ce sont des plants assez vulnérables à l'état actuel. Donc il est important de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le suivi, le suivi de l'évolution des plants, jusqu'à ce que les plants puissent être capables d'apporter quelque chose justement à la nature. L'arbre planté donnera non seulement de l'ombre, mais il va satisfaire les nombreux besoins de l'homme, dont la protection de l'écosystème. L'opération va toucher la quasi-totalité des préfectures du pays. Au total, 210 hectares seront reboisés pour la présente campagne. La filière bois en est consciente. Pour pérenniser ses activités, la régénération de la ressource est indispensable. La ressource forestière, c'est une ressource renouvelable et nous vivons de ces ressources. À côté du ministère de l'Environnement, nous avons pris l'engagement que nous allons reboiser, renouveler ces ressources pour que la filière continue à vivre toujours. Puis nous sommes à Kobela, localité située à une trentaine de kilomètres du centre urbain de Zérékoré. Là, c'est une jeune plantation de 2015 qui est visitée par la délégation. Elle est l'œuvre de la filière bois. Plus de 5000 plants de mélina, téquier et autres sont entretenus de façon régulière. Ce que vous voyez devant vous sont nos enfants qui vont récolter ça après nous. Vraiment, si tout ce monde-là vient voir notre plantation aujourd'hui, c'est une fierté pour nous. Ça nous encourage à faire autant plus que ça. Plus tôt en début de matinée, une marche écologique a traversé le centre de Zali pour interpeller les consciences sur la nécessité de protéger l'environnement. Les conséquences de la destruction de l'environnement sont déjà perceptibles dans la région. Cette année, des jours peuvent se succéder sans la moindre goutte de pluie. Pour être complet sur ce sujet, j'ajoute que la prochaine campagne de reboisement sera lancée à Labé. Direction Kamsar. Là-bas, ça coince entre l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières et une raffinerie de pétrole qui souhaite s'installer dans leur cité. À l'origine du conflit, le site d'installation de ce complexe, l'ANAIM dit avoir ce domaine dans son portefeuille depuis 1963, alors qu'il serait attribué aux responsables de la raffinerie par le ministère de l'Aménagement de la ville. Que se passe-t-il en réalité? Notre équipe est sur place. Regardons ce reportage signé Alama Bangoura, Abdelkarim Kamara. Cité industrielle de Kamsar. En cet après-midi, l'atmosphère n'est pas tendre dans cette salle. Depuis 2 semaines, le ministère de l'Industrie et l'ANAIM, l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières, se disputent le foncier devant abriter la future raffinerie de Guinée. Le contentieux porte sur 184 hectares attribués à la société de raffinage par le ministère de l'Aménagement de la ville. Non, ce que j'ai constaté, je l'ai dit, c'est une défaillance des services de l'administration. Nous avons engagé des processus depuis 3 ans pour la mise en place d'une unité industrielle ici. Et nous avons fait toutes les procédures qui s'y en la matière. Malheureusement, les responsables au plus haut niveau de l'ANAIM semblent ne pas être informés de ce processus, alors que certains représentants de l'ANAIM étaient impliqués dans le dispositif. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans des attributions sur les mêmes sites d'unités industrielles différentes qui peuvent être compatibles si les normes de sécurité sont respectées et qui peuvent ne pas être compatibles si les normes de sécurité ne sont pas respectées. La cohabitation semble difficile entre la raffinerie et l'ANAIM. Une autre société est installée par l'ANAIM sur le domaine. Pour aplanir les divergences, le ministre de l'Industrie décide d'arrêter toute activité sur le foncier. Il donne 72 heures aux techniciens des 2 parties
parties pour trouver un consensus. Heureusement que nous avons aujourd'hui les plans d'implantation plus ou moins détaillés de l'unité industrielle, à savoir la raffinerie. Donc les techniciens vont se retrouver pour pouvoir délimiter officiellement les sites des deux unités industrielles en tenant compte des gabarits de sécurité pour que cela soit fixé définitivement et les documents officiels afin que nous puissions entamer ces projets, comme je l'ai dit, dans l'intérêt supérieur de la Guinée. La convention sur l'implantation d'une raffinerie à Kamsar a été ratifiée par l'Assemblée nationale il y a 2 ans. Elle a été ensuite promulguée par décret du président de la République. En attendant, sur le site, un peloton des services de sécurité est mis en place. En bref, les travaux de forage du puits pétrolier Fatala ont été lancés ce vendredi en Guinée. On estime à 46 millions de dollars le budget des travaux qui vont durer 42 jours selon l'Office national de pétrole de Guinée. Retour à Conakry avec la campagne de vulgarisation des comptes nationaux, une initiative de l'Institut national de la statistique pour informer les populations à la base sur l'ensemble des richesses générées chaque année ainsi que les dépenses engagées dans le pays. Bernard Tonguino suit pour nous cette opération. Reportage. Depuis 2012, la Guinée a engagé la réforme et la modernisation de son système statistique national. L'activité économique est évaluée chaque année. Les richesses et dépenses produites par le pays sont chiffrées en comptes nationaux par l'Institut national de la statistique. Des chiffres que l'institution entend vulgariser désormais à l'attention du public. Et notre souci, c'est de faire en sorte que tout ce que nous faisions soit compris et maîtrisé par le grand public. Le grand public, c'est le Guinéen lambda, pas seulement au niveau des grands décideurs. Les documents ont été validés techniquement, acceptés par les acteurs, mais il faut aller vers la population, les expliquer le contenu du document. Au cours de cette rencontre, les représentants des services fiscaux et des départements sectoriels du pays s'approprient les chiffres publiés par secteur d'activité. Des chiffres qui montrent une évolution croissante des comptes nationaux allant de 53 000 milliards de francs guinéens en 2012 à près de 58 000 milliards en 2015. L'Institut national de la statistique est appuyé par le gouvernement et son partenaire, l'Union européenne, dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au renforcement de la fonction statistique de l'État. La mise en œuvre de ce projet va nous permettre de renforcer la diffusion des données. La publication et la vulgarisation régulière des comptes nationaux devraient permettre aux populations d'être mieux imprégnées de l'évolution globale de l'activité économique du pays. Dans l'actualité, le président de l'Assemblée nationale est en région forestière. L'honorable Kondiano veut comprendre les préoccupations des populations de l'intérieur du pays. Il s'est rendu à Bolodou et à Yandé-Milimou pour sensibiliser sur les enjeux de la paix et de l'unité nationale. Reportage sur place avec Abdoulaye Nigilande Diallo. Bolodou est l'une de 9 communes rurales situées à plus de 50 km du chef-lieu de la préfecture de Guékédou. Dans cette sous-préfecture, le président du Parlement guinéen est venu s'enquérir des préoccupations des mandants. Parmi ces préoccupations, l'état de la route reliant cette commune rurale aux autres circonscriptions administratives, l'insuffisance d'enseignants et d'infrastructures sociales de base, pour ne citer que celles-ci. Tout de même, certaines réalisations font aujourd'hui la fierté de la localité. La construction et l'équipement du bureau de la CR, la construction des blocs de latrines, la réalisation de 4 forages. Toutes les écoles élémentaires sont dotées de cantines scolaires. À Yandé-Milimou également, les populations sont largement sensibilisées sur la préservation de la paix et la cohésion sociale. Par ailleurs, l'honorable Claude Kori-Kondiano exhorte les citoyens de Yandé à maintenir le climat de confraternité qui a toujours caractérisé cette ville cosmopolite. On a constaté qu'à Yandé-Milimou, les messages dont la plupart d'entre nous sont porteurs, à savoir la recherche de la cohésion et l'unité et la paix, que ce message a parfaitement bien passé. Et il se trouve qu'aujourd'hui, Yandé-Milimou est certainement l'une des sous-préfectures où il y a cette cohésion
pour laquelle nous avons toujours, n'est-ce pas, milité, cette unité et cette paix que nous avons toujours prêché chaque fois que nous avons été de passage ici. Partout, les responsables administratifs et les élus locaux rassurent de leur volonté à œuvrer et à militer en faveur du projet de société des autorités guinéennes, celui de faire de la Guinée un pays émergent. Pendant ce temps, à Kindia, la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale travaille sur les relations civilo-militaires. L'occasion de visiter les différents services de défense pour comprendre l'évolution des réformes engagées avec les forces de l'ordre. Le point avec nos envoyés spéciaux, Mohamed Yansane, Robert Siditono. Militaire se porte-t-elle bien en Guinée? L'Assemblée nationale, à travers sa commission défense et sécurité, veut davantage s'informer sur la question. À Kindia, première étape de la mission, les parlementaires viennent toucher du doigt la réalité. La société civile est rassurée parce que tout simplement, les forces de défense et de sécurité ont compris leur rôle. Ils ont compris qu'ils sont venus de la société civile et qu'après le service, ils reviendront au niveau de cette même société civile. Donc il y a une collaboration franche et loyale qui se tisse aujourd'hui au niveau de Kindia. Selon le constat, la société civile se frotte les mains dans la région administrative de Kindia. Les relations entre civils et militaires, qui étaient un tabou, deviennent progressivement une réalité. Des grands problèmes, aujourd'hui nous nous retrouvons devant des petits problèmes de détails. Donc il y a des choses à l'intérieur que vraiment en amont, comme ça a été souligné dans la salle, qu'on doit chercher à résorber. Par exemple, l'achat des tenues par les militaires, la situation de comportement de certains dans les barrages, et la décentralisation des budgets. La mission s'est aussi entretenue avec l'autorité régionale, les services de défense et de sécurité pour s'imprégner de l'état d'évolution des réformes engagées au sein de ces différents services. Comment faciliter l'employabilité des jeunes en Guinée? La réponse pourrait se trouver dans ce stage de plus de 200 jeunes diplômés sur les techniques de recherche d'emploi et de développement personnel, une initiative de l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, soutenue par le ministère de l'Emploi, de l'Enseignement technique, professionnel et du Travail. Compte rendu, Moussa Komara. Chaque jour, ils sont des centaines de jeunes demandeurs d'emploi qui défilent dans les différents départements ministériels et autres services publics et privés. Des jeunes, la plupart diplômés des instituts et universités guinéennes. Ces demandeurs d'emploi sont confrontés à de nombreuses difficultés liées à l'inadéquation entre la formation et les besoins du marché de l'emploi. Pour corriger ces insuffisances, le ministère de l'Emploi et du Travail, à travers l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, initie une série de formations de remise à niveau. Selon le dispositif que le ministre Damantan Albert Camara a bien voulu donner, ou tout le sens qu'il a bien voulu donner au concept de maison de l'emploi et des compétences, c'est de faire en sorte à l'inscription que tous les demandeurs inscrits prennent un rendez-vous. Et après le rendez-vous, j'ai la chance d'avoir des rencontres avec des conseillers aguerris qui sont auprès de l'ADIP, et ces conseillers déterminent en fonction des inscrits ou en fonction des demandeurs les besoins, que ce soit de formation, que ce soit de stage, que ce soit de recrutement des demandeurs d'emploi. Pour cette deuxième phase, 240 jeunes demandeurs d'emploi sont ciblés. Ils apprennent les différentes techniques de recherche d'emploi. La première partie, on décrit le marché d'emploi, puisque la plupart des gens ne connaissent pas trop les contraintes qu'il y a, les difficultés de jugement, tout ça. Donc on les explique clairement qu'ils comprennent. Donc quand ils connaissent ça, ils peuvent déjà être mieux armés que les personnes qui ne connaissent pas. Deuxièmement, on les a expliqué comment faire les candidatures. Les expliquer, l'idée mère qu'une candidature correspond à un dossier. Contrairement à la plupart des gens, ils envoient toujours le même dossier pour chaque candidature. Cette série de formations va toucher les jeunes de l'intérieur du pays. Et puis à Dubrika, 50 femmes prennent des cours d'entrepreneuriat, une formation de 3 jours qui se fixe pour défi de rendre ces femmes autonomes, un projet ambitieux de la jeune chambre internationale de Dubrika Racine avec l'assistance de l'ambassade de l'Afrique du Sud en Guinée, Amadou Touré.
Que ce soit en milieu rural ou urbain, les femmes jouent un rôle prépondérant dans le développement des communautés à la base. Leur autonomisation est perçue par plusieurs agents de développement comme la solution pour l'éradication de la pauvreté. Et c'est pourquoi la Jeune Chambre internationale du Dubreka Racine a initié la formation en entrepreneuriat féminin des 50 femmes de la préfecture de Dubreka. Nous avons constaté que vous pouvez venir à Dubreka, trouver une femme qui vend par exemple à Kéké. Et tu reviens après 5 ans, la même femme, elle est là en train de vendre à Kéké, elle n'a pas évolué. Donc pourquoi elle n'a pas évolué? Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas le capital pour évoluer, mais il y a ici ce qu'on appelle le manque de gestion. Elle n'a pas d'outils de gestion de son capital pour qu'elle puisse évoluer. Nous réclamons l'indépendance, nous réclamons l'autonomisation. Mais tout ceci ne peut pas se passer sans une formation adéquate. Donc c'est lui qui nous aide à nous former dans le domaine de l'entrepreneuriat, nous facilite la conquête de notre indépendance économique. Pendant 3 jours, ces femmes ont appris des techniques en entrepreneuriat féminin, notamment en maraîchage, saponification, teinture et coiffure. Une démarche accompagnée par l'ambassade de l'Afrique du Sud en Guinée. Nous devons nous battre à renforcer la capacité des femmes à tous les niveaux, les permettant, n'est-ce pas, d'avoir leur voix haute et d'être au contrôle de leur propre vie. L'objectif des initiateurs est de favoriser l'égalité des chances entre hommes et femmes dans un monde de plus en plus marqué par une concurrence rude. Ce samedi sera célébrée la Journée internationale de la jeunesse, l'occasion pour le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population d'énumérer les efforts de son institution auprès du gouvernement pour une jeunesse guinéenne plus épanouie. Cheikh Fall est au micro de nos reporters Maurice Sidibé et Adama Traoré. En Guinée, le Fonds des Nations Unies pour la population travaille étroitement avec le gouvernement, notamment à travers le ministère de la Jeunesse, afin de mettre en œuvre les politiques, programmes et projets en faveur de la jeunesse. À ce titre, au cours des 2 dernières années, l'UNFPA a appuyé, entre autres, la promotion de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Le processus de consolidation de la paix à travers la mise en place des centres d'animation pour la paix, le soutien au processus de mise en place d'un cadre de participation et de concertation de la jeunesse guinéenne à travers le Conseil national des jeunes de Guinée. L'appui au gouvernement de Guinée pour la mise en œuvre de la feuille de route sur le dividende démographique intitulée « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans les jeunes ». L'appui institutionnel et opérationnel au ministère de la Jeunesse. Ces interventions contribuent à coup sûr au développement du potentiel des adolescents et des jeunes. Si nous voulons un monde plus pacifique, nous ne pouvons plus nous permettre d'oublier les jeunes. Nous devons les écouter et travailler avec eux. Comment améliorer la gestion du budget communal et le mode de passation de marché en Guinée? La question est en débat à Conakry entre acteurs locaux du pays. Une 50aine de cadres sont formés pour être aussi et très prochainement des formateurs au niveau régional. Mohamed Lamine Camara suit pour nous cette formation des formateurs initiée par le ministère de l'administration du territoire avec l'appui du PRCV. Suivez. La commune urbaine de Farana ouvre ses portes aux acteurs locaux de la région. Ses responsables apprennent l'alphabet de la gestion locale. Ils renforcent leurs compétences en matière de recouvrement de recettes fiscales, l'élaboration et l'exécution du budget communal. L'objectif, c'est quoi? Il faut nécessairement la maîtrise parfaite, n'est-ce pas, de ceux qui exécutent, qui élaborent, n'est-ce pas, le budget, n'est-ce pas, de la commune. Mais il serait un peu dommage qu'on fasse des travaux à l'insu même des collectivités, que les collectivités n'ont aucune information de ce que nous faisons. Ça devient une source de confusion. 5 jours ont suffi à ces acteurs de mieux harmoniser les modules de formation. Nous sommes sûrs et certains qu'après cette formation,
nous sommes au même niveau d'information avec nos partenaires et nous allons accompagner légalement les collectivités dans la mobilisation des ressources ainsi que dans la transparence pour la passation des marchés. Après s'être approprié le contenu du concept de l'administration locale et le code des collectivités, les participants se disent désormais prêts à s'investir dans la qualification des acteurs de terrain pour le renforcement de la gouvernance territoriale. Je vous emmène à Kankan, dans le Nabaya, qui reçoit dans ses sous-préfectures le fondateur du Nourdine Islam, une campagne d'information et de sensibilisation sur l'importance de la paix, mais aussi le comportement adopté par un musulman pour promouvoir la tolérance. Reportage de notre envoyé spécial, Fatima Diallo. Le district de Djankana, dans la sous-préfecture de Karifa-Moria, est la première étape de cette campagne de sensibilisation. Elle est initiée par l'ambassadeur de l'UNESCO pour la paix. À travers cette tournée, l'érudit Cheikh Souleymane Sidibé entend mobiliser les fils du terroir autour d'un idéal, celui de s'accepter et de s'unir afin de construire une paix durable. Dans ses prêches et des cantiques, il véhicule les messages pour promouvoir les voies et moyens de préserver la paix en Guinée. Il faut qu'on s'aime entre nous, parce que personne ne peut nous aider sans la conjugaison des Guinéens. À cette mobilisation des fils de Kankan s'invitent des musulmans des pays voisins, mais aussi les organisations de la société civile. La paix, c'est une pièce de monnaie cachés entre les pieds des gens instruits. Quand je dis instruits, ils peuvent être des intellectuels, mais également des gens instruits dans l'école coranique. Ces personnes de savoir, c'est eux qui détiennent la clé de la paix. Alors s'ils le mettent à la disposition de la population, cette source d'eau jaillira sur l'ensemble de nos concitoyens. Ces acteurs entendent mettre à l'honneur cette tournée pour faire avancer la cause de la paix et d'en assurer la transmission aux nouvelles générations. Cette sensibilisation sur la paix va toucher les autres sous-préfectures de la préfecture de Kankan dans les jours à venir. Je vous l'annonçais en titre, les deux convois de pèlerins musulmans du pays sont arrivés à Médine, en Arabie Saoudite, ce jeudi. Cette année, ils seront 7000 à faire cet exercice de haute portée religieuse pour le musulman. Plusieurs autres convois suivront dans les jours à venir, mais à Médine, tout commence bien pour les pèlerins guinéens, comme le témoigne ce reportage de nos envoyés spéciaux, Mamadou Batizo Bangoura et Ayassila. Les pèlerins guinéens arrivent par centaines en Arabie Saoudite. Avec deux convois de cette compagnie turque, un peu plus de 500 pèlerins ont atterri à Médine. Voilà, je remercie le Tout-Puissant Allah pour m'avoir accordé cette opportunité. Quand on sait que la Médine, c'est la ville qui abrite le tombeau du prophète Mohamed, paix salut sur lui. C'est encore à Médine où on a la première mosquée de l'islam. C'est encore à Médine où on a le cimetière de tous les martyrs qui sont bâtis pour l'islam. Et ce salut, je le dois au peuple de Guinée, singulièrement au professeur Alpha Concordé, qui a tout mis en œuvre afin que ce pèlerinage soit assuré dans les meilleures conditions idoines. À Médine, les équipes d'accueil de la Ligue islamique et le comité d'appui du consulat de Guinée sont mobilisés pour transporter et loger les pèlerins au fur et à mesure leur arrivée sur place. Et j'avoue que le premier convoi, par exemple, qui est arrivé hier ou ce matin, oui, voilà, à 9h15, ils sont déjà installés. Ils ont déjà commencé à bien manger, à bien se restaurer et tout se passe excellemment bien. L'acheminement des pèlerins va se poursuivre pendant les 5 jours d'affilée. À terme, 7000 pèlerins guinéens seront transportés par la Ligue islamique et les agences de voyage d'ici le 15 août prochain.
En bref, les pèlerins catholiques ont quitté ce jeudi pour Israël, un pèlerinage annuel au lieu saint chrétien qui mobilise cette année une centaine de fidèles. On termine avec cette opération séduction de Canal+, qui vient de lancer une nouvelle chaîne de télévision dans son bouquet. Un clin d'œil aux passionnés du sport, puisque la chaîne consacre 100% de ses infos au football. Il s'agit de A+ Sport, que vous pouvez retrouver sur le bouquet Évasion+. C'est un public reportage signé Diamo Kaba et Denise Milimono. Les images sont commentées par Mamadou Saluba. Mettre en valeur les sports africains et les sportifs africains à travers leur talent, c'est la nouvelle vision du groupe Canal+. Pour y arriver, il lance une nouvelle chaîne appelée A+ Sport. On a voulu lancer cette nouvelle chaîne A+ Sport qui permet à la fois de diffuser des championnats plus locaux, alors avec les différents championnats, les différentes compétitions de la CAF, avec le championnat NCN Ligue 1 en Côte d'Ivoire, ainsi que d'autres championnats qu'on regarde peut-être un peu moins habituellement, mais qui sont de très grande qualité. Présentée au cours d'une conférence de presse, la nouvelle chaîne se propose d'offrir de la qualité tout en mettant en lumière de grands rendez-vous sportifs. Plusieurs programmes seront en vitrine sur A+ Sport pour refléter l'identité et les spécificités de l'Afrique. Plus d'autres sports, donc un autre sport roi quand même, c'est le basket, et on diffusera notamment l'Afro-Basket en septembre, donc la Coupe d'Afrique de basket. Diffusée dans plus de 20 pays d'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, A+ Sport est l'aboutissement d'un projet construit en très peu de temps. Canal+ Afrique est le premier opérateur de télévision payante par satellite en Afrique francophone. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Meliandou, Nongoa, Wende Kenema et partout à Guékédou. Bonsoir. Sous la houlette de la section RPG Arc-en-Ciel d'Angola, la coordination RPG Arc-en-Ciel des sections de l'extérieur organise le dimanche 13 août 2017 à partir de 9h un grand meeting au palais du